Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre premier intervenant, n'est que M. Tariq Obrou. Bonjour, c'est Obrou. Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel, une émission qui, depuis le mois d'avril 2017, a commencé à travailler sur le dossier de l'islam de France avec un décryptage transversal avec différentes personnalités qui nous ont fait l'honneur de participer à cette émission. Et nous sommes arrivés à une synthèse de créer une boîte à idées de propositions avec des décryptages bien entendu d'actualité sur ce dossier qui est de taille, le dossier de l'islam de France. Et notre auditoire doit savoir que Monsieur Obrou, c'est une personnalité connue et reconnue à l'échelle internationale. C'est un penseur musulman, mufti de Kressov, conseil régional des associations islamiques du sud-ouest de France, grand imam de Bordeaux. Et ma première question, la volonté de réforme de la part du président Macron, peut-on dire que dans le fond, il n'est que le résultat de l'échec de l'organisation de l'islam en France, le CFCM en tête? Oui, c'est un constat d'échec qui incombe en premier lieu aux musulmans eux-mêmes qui n'ont pas cette capacité de transcender leur clivage et de trouver une formule de représentativité qui est en conformité avec le régime théologique de l'islam, qui n'est pas l'Église catholique, qui n'est pas une représentativité d'un peuple mais d'une tradition. Donc il faut trouver le régime représentatif qui sied et qui correspond à la nature de l'islam lui-même, d'où la nécessaire réflexion sur qu'est-ce qu'on entend par l'islam en général, l'islam en France en particulier, qu'est-ce que c'est que le culte par rapport à l'islam. Et donc tout ça, ça demande d'abord une réflexion profonde avant même de chercher un modèle de représentativité. Or, ce travail réflexif, théologique n'a pas été fait. On est plus dans une représentativité de musulmans que de représentativité d'une pratique cultuelle. Et malheureusement, cette confusion n'a pas permis aux organisations de trouver justement un modèle de représentativité qui correspond à la religion, qui correspond à celui du protestantisme quelque part, et un peu avec le judaïsme, avec un consistoire qui organise l'administration et guise la religion en France. Mais tout cela, ça doit d'abord faire l'objet d'une concertation, d'un travail de réflexion avant de chercher la représentativité institutionnelle. Ce travail n'a pas été fait, elle a été bâclée, il y a des étapes qui ont été brûlées, et donc effectivement ça ne peut qu'aboutir à un échec. À votre avis, en tant qu'acteur de terrain depuis plusieurs décennies, théologien reconnu, comment peut-on procéder pour aider l'islam de France à sortir de cette impasse qui n'en finit pas? D'abord, il faut prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Or, le temps de réfléchir, on n'a pas pris. Et donc, moi, j'appelle modestement à des assises de réflexion qui réunissent des théologiens, des imams pasteurs qui ont une fonction liturgique et pastorale, et des gens qui réfléchissent sur les pratiques de l'islam en France. Donc, il faut passer par ce moyen-là. Sinon, ça va être un traitement symptomatique qui se contente de traiter le symptôme au lieu de traiter l'étiologie du mal, qui est l'idée de l'islam qui est absente. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va représenter. Est-ce que il s'agit du culte? Est-ce qu'il s'agit de représenter les musulmans? Or, les musulmans sont représentés par les élus. Donc, il y a une confusion entre la représentativité d'une religion et la représentativité politique de citoyens. Et là, ça demande vraiment une réflexion profonde, autant théologique qu'administrative. Et une partie de la solution réside dans une réflexion profonde qui doit prendre le temps nécessaire.
Je suis sûr et certain que la solution rapide n'aura pas d'effet positif sur la question de l'islam, mais le temps presse et nous avons des morts, nous avons eu des attentats dramatiques. Il faut pas l'oublier, on est dans un pays laïque. Tout d'abord, il ne faudrait pas se leurrer en pensant qu'il suffit d'avoir un organe représentatif du culte musulman pour faire barrage à l'extrémisme et au dérapage. Ça peut contribuer un petit peu à rassurer et apaiser la société à travers une parole religieuse officielle, mais ça ne peut pas résoudre toute la problématique des pratiques individuelles des musulmans dans la société, puisque le culte n'est qu'une partie des pratiques musulmanes. Il y a des pratiques individuelles, éthiques, le rapport à l'autre, le mariage, les rapports commerciaux, les rapports professionnels au sein de l'entreprise. L'organe représentatif ne peut pas régler cette visibilité anarchique qui se développe dans la société française. Néanmoins, il faut un organe représentatif. Il faut s'inspirer des autres modèles, le Conseil des évêques de France, le rabbinat, le consistoire, le protestantisme. Il faut voir quel est le modèle qui est le plus proche de celui qui correspond le mieux à la tradition musulmane. Et il faut également travailler sur les théologiens, des références érudites qui sont à l'interface de la communauté et de la société, à l'interface du savoir classique, du savoir moderne, pour pouvoir marier la religion avec son contexte. Donc, il y a plusieurs niveaux de réflexion qu'il faudrait mener, et il faut prendre le temps, il faut creuser ça en profondeur et ne pas se contenter du bricolage représentatif. Ça ne va pas résoudre le problème. Comment interprétez-vous le choix de M. Macron, qui a fait le choix un peu surprenant de consulter au sujet du dossier de l'islam de France, le grand rabbin de France et un philosophe tunisien inconnu en France, d'après ce qui est très controversé, M. Youssef Siddiq? Écoutez, moi je n'ai pas commenté les choix politiques du président. Il fait ce qu'il veut. Le problème, c'est le problème des musulmans qui sont incapables d'accoucher d'un organe. Personne n'a interdit aux musulmans de faire ce travail-là et de proposer cet organe aux autorités politiques. Le problème, c'est que puisque les musulmans sont incapables de s'organiser, eh bien le politique il fait ce qu'il peut. Macron n'est pas un théologien, n'est pas un spécialiste. Justement. Et donc il fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, tout musulman, intellectuel, philosophe, pour le non-musulman, il représente l'islam. Or, l'islam, je pense qu'il ne doit être représenté que par des gens qui ont une fonction religieuse, qui sont dans le cultuel, mais également dans le théologique. Il faut que celui qui va penser l'islam, il va proposer un modèle de représentativité, il faut qu'il soit en même temps un pasteur et un docteur. Un pasteur, c'est-à-dire dans le sens où c'est un imam qui sait gérer le culte, les âmes, les prières, les des morts, etc. La pratique cultuelle qui fait la substance même de la religion. Mais également, il doit être un docteur, c'est-à-dire qu'il est capable d'avoir un discours qui facilite la connexion entre le théologique et le réel. Donc, le problème, c'est que l'homme politique n'est pas un spécialiste de l'islam. Donc, aujourd'hui, on consulte des intellectuels, des philosophes, des universitaires, mais en vérité, on ne consulte jamais les théologiens. Le problème, c'est aussi que nous avons des imams qui sont à côté complètement de leur babouche et qui sont dans leur mosquée fermée et parfois, on ne trouve pas un interlocuteur solide qui est en même temps un imam, mais qui est dans la société et qui maîtrise le contexte. Voilà la difficulté de notre... Bien sûr, on a des imams qui sont en même temps des théologiens, qui sont avisés, etc. Mais ceux-là ne sont pas connus par le politique et les autorités. Bien sûr, les spécialistes de l'islam les connaissent, mais un homme comme Macron, ou bien il vient juste d'avoir des fonctions présidentielles, présidentielles, donc il ne connaît pas le dossier. Et donc, effectivement, moi, je n'ai pas commenté son choix, il fait ce qu'il peut. Peut-être qu'il pense que la religion juive, il est proche de la religion
musulmane, donc on peut s'inspirer de ce modèle-là pour pouvoir proposer un modèle de représentativité aux musulmans qui s'inspire du consistoire, peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas le dossier très bien. Je ne sais pas les motivations, ni les informations. J'ai pas d'informations sur ce choix-là, donc je ne peux pas me prononcer avec exactitude. Comment expliquez-vous l'engagement qui peut être également l'expression d'une forme de marginalisation des élites musulmanes en France? Je ne sais pas. D'abord, qu'est-ce que c'est une élite musulmane? Est-ce que c'est une élite religieuse? Les deux théologiens et intellectuels, M. Brou. Le problème, c'est que les théologiens doivent faire l'effort de se réunir entre eux. On se connaît tous à peu près. Les imams se connaissent, les théologiens se connaissent. Là aussi, le problème des imams, c'est que il faut qu'ils dépassent leur petite paroisse et leur appartenance idéologique pour pouvoir se rencontrer et discuter. C'est en vérité la première responsabilité religieuse morale incombe à ces imams, à cette théologienne. Elle doit faire le geste de s'unir, d'essayer de se rencontrer sur ce qu'on appelle un minimum de ijma, un minimum de consensus omnium sur ce qu'on entend par Islam de France, et de proposer ce travail-là à la au futur organe représentatif. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on entend par élite musulmane? Est-ce que ce sont des universitaires, des académiciens, des intellectuels ou bien des religieux? Ça aussi, c'est un vrai problème qu'il faudrait résoudre. Vous avez parlé une fois, lors de votre dernière intervention chez nous, vous avez parlé, Monsieur Obrou, de rassurer les Français. Est-ce qu'il est temps de rassurer les Français dans un premier temps avec un discours unique? Moi, je pense qu'il faudrait une parole purement religieuse musulmane qui vise à apaiser nos concitoyens non musulmans. On n'est pas dans un moment de revendication, d'intellection, de controverse. On est dans un moment très tendu et qui a besoin d'apaiser les émotions négatives par une parole d'apaisement. Il faut que l'islam sécurise, apaise l'humanité en général. Et donc il faut un discours d'apaisement, une théologie de l'altérité qui permet à l'autre d'être rassuré par la présence de l'islam dans un espace qui est devenu un espace monde. Nos sociétés sont devenues des sociétés où il y a une forte intrication des valeurs, et donc ça a créé une angoisse existentielle et qui a besoin d'une parole spirituelle qui apaise l'humain en général, mais également le musulman, parce que également le musulman est angoissé. Donc j'appelle les religieux, les imams, à forger une parole religieuse qui apaise les gens, et de ne pas mélanger le politique, le revendicatif avec la parole spirituelle musulmane qui est au fondement même de tout le projet coranique. C'est Ruh. Il faut que la religion soit un esprit qui apaise, un souffle qui apaise. Et on a besoin de ça. On ne peut pas entrer dans un débat si le climat n'est pas favorable. Pour qu'il soit favorable, il faut qu'il y ait un apaisement, un compromis solide où les gens peuvent s'entendre et discuter dans la paix, avec confiance. Il faut qu'il y ait une confiance, parce qu'aujourd'hui, il y a une méfiance qui se développe. Il faut briser ce mur de méfiance qui sépare les musulmans de leur société. Monsieur Obrou, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant, et merci infiniment une deuxième fois d'accepter notre invitation un dimanche. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel, la chronique.